Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel de l'ERICA en ce 25 février 2021. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir passer du temps avec vous pour présenter un sondage vraiment novateur sur l'expérience des demandeurs d'asile qui travaillent dans les services essentiels. Cet événement aujourd'hui est produit en collaboration entre l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs, ainsi que les Midis de l'immigration, qui sont une initiative de l'INRS qui présente des recherches sur les questions d'immigration, du transnationalisme, de l'accueil et de l'établissement des immigrants. On va vous laisser dans le site, dans la section conversation, le lien vers les Midis de l'immigration si jamais vous êtes intéressé à suivre un peu leurs travaux. Et de même, nous allons aussi vous donner accès au lien de l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec qui regroupe des chercheurs de 6 universités québécoises ainsi que des représentants du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec et qui a comme objectif de faire émerger des nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec et dans le monde par une approche interdisciplinaire. Donc aujourd'hui, on va entendre Madame Geneviève Binette, Madame Anna Goudet ainsi que Madame Janet Cleveland qui vont nous parler d'un sondage qui a été réalisé par la TCRI sur l'expérience des demandeurs d'asile qui fournissent des services essentiels à la population dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Donc, je vais laisser aux présentatrices le soin de vraiment expliquer la méthodologie, les résultats et tout ça. Mais je pense que c'est vraiment fantastique d'avoir eu cette possibilité-là d'aller colliger des données sur ces expériences-là parce qu'elles ont non seulement des impacts sur, bien sûr, l'ensemble des conditions de vie de ces personnes, mais aussi clairement des impacts importants pour ce qui est de potentiel changement de politique pour ce qui est des personnes vivant avec un statut précaire au Québec et au Canada. Donc, les présentatrices aujourd'hui seront Madame Geneviève Binette, qui est avocate et coordonnatrice au comité d'aide aux réfugiés et aussi au volet protection de la table de concertation des organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées ou la TCRI, si vous êtes habitué avec cet acronyme. On a aussi Madame Anna Goudet, qui est candidate au doctorat en études urbaines à l'INRS. Et on a aussi la chance de pouvoir compter sur Madame Janet Cleveland, qui est chercheure au département, à l'Institut universitaire Sherpa, affilié à l'Université McGill, qui va réagir aux résultats de ce sondage-là. Merci beaucoup pour l'accueil et pour l'organisation de ce webinaire, l'équipe de l'ERICA et des Midis de l'immigration. Donc, comme le présentait Mireille, c'est un sondage qui a été lancé par la TCRI pour documenter les conditions de vie et de travail des demandeurs d'asile qui travaillaient dans les services essentiels pendant la pandémie. Et c'est vraiment se replacer dans le contexte à la fois proche et lointain de la première vague. En fait, c'était vraiment, ce sondage a été, on a recueilli les témoignages entre la mi-mai et la mi-juin 2020. Donc, c'était vraiment pour le tout début, quand tout a été fermé et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui travaillaient dans des services essentiels et que parmi ces personnes, il y avait beaucoup de personnes immigrantes avec des statuts très précaires. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'est sorti le sondage. Et donc, aussi la rédaction du rapport, en fait, il est sorti en juillet 2020. Donc, c'est pour vous replacer un petit peu par rapport aux résultats et puis à la formulation des recommandations aussi qui sont très contextualisées, disons. Donc, comme on le disait, c'est une initiative de la TCRI, donc cette table de concertation, c'est un regroupement provincial qui regroupe environ 150 organismes dans tout le Québec. Et donc, l'objectif, c'était vraiment lancer ce sondage pour essayer de mieux saisir en train de se faire la situation de ces personnes. Donc, les questions portent à la fois sur leur expérience au travail, l'accès aux services, puis leurs conditions de vie. Il a été diffusé à la fois en français et en anglais et par l'entremise d'organismes communautaires.
Et donc, c'est près de 400 témoignages qui ont été recueillis, 393 pour être exact. Pour donner aussi un peu de contexte sur la composition de l'échantillon, parce que ça va permettre de situer aussi un petit peu les résultats que je vais vous présenter. Donc, c'est pas, vu la façon dont on a récolté les données, ce n'est pas un échantillon représentatif, mais c'était vraiment pour avoir un aperçu, puis je pense que ça a fonctionné. Mais de toute façon, c'est aussi compliqué de pouvoir vraiment situer notre échantillon, puisqu'on a assez peu de données en fait, sur la population générale des demandeurs d'asile qui résident actuellement au Québec. Mais en tout cas, on a une légère surreprésentation féminine dans notre sondage, mais ce qui fait aussi du sens par rapport aux services essentiels qui sont assez féminins majoritairement. On a pas mal de familles avec enfants, et quand on parle de familles avec enfants, c'est avec enfants mineurs résidant avec eux au Canada en ce moment. Les 2/3 des répondants appartiennent à la catégorie d'âge 35-49 ans. Et les 3/4 des répondants sont en attente d'une audience, donc soit à la section de protection des réfugiés, soit à la section d'appel. Donc, ça veut dire qu'ils attendent de savoir quelle va être la réponse par rapport à leur demande d'asile. Puis, environ 20% d'entre eux ont une demande refusée, donc ils sont soit dans d'autres recours comme des demandes humanitaires, soit ils ont déjà eu une date de renvoi éventuellement. Tous les répondants sont au Québec, au Canada depuis entre 6 mois et 5 ans, mais près de la moitié d'entre eux sont là depuis 2-3 ans. Et 27 pays sont représentés dans notre sondage, mais il y a vraiment une très nette surreprésentation des personnes qui sont originaires du Nigeria, surtout comparé à la population générale des demandeurs d'asile qui ne sont pas autant issus de ce pays. Mais donc c'est près des 2/3 des répondants qui sont d'origine du Nigeria. Donc, sans doute que c'est par rapport à la manière dont a été récolté les témoignages, sans doute que ça a beaucoup circulé dans ces réseaux-là, mais c'est aussi une population qui est peut-être moins représentée par les organismes directement dans l'espace public, donc peut-être que si c'était une façon justement d'exprimer aussi leur témoignage par ce sondage. Donc les résultats, je vais vous les présenter, ces 3 grands thèmes. C'est par rapport à l'emploi, par rapport à l'accès aux services et par rapport aux conditions de vie des personnes qui ont été atteintes de la COVID-19 pendant cette période. Donc, par rapport à l'emploi, le premier point sur lequel on va porter attention, c'est la diversité des secteurs dans lesquels ils travaillent. On a beaucoup entendu parler du secteur de la santé, surtout dans les CHSLD, mais on voit que ça représente quand même la moitié de notre échantillon. Mais c'est aussi beaucoup l'agroalimentaire, le commerce de détail, le transport, et puis autres, tout ce qui reste. C'est par exemple, il y avait des services de garde, de télécommunications, des choses comme ça. Et au sein de ces secteurs, ils occupent aussi des fonctions assez variées. Donc, on a une grande part de préposés aux bénéficiaires, mais aussi des manutentionnaires, préposés à l'entretien ménager, commis. Il y a aussi, dans autres, il y a aussi les personnes comme les cuisiniers, les agents de sécurité, par exemple. Par rapport aux conditions de travail, le premier point, c'est vraiment 1/3 des répondants qui a été recruté par une agence de placement. On en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie de ces agences de placement, et encore récemment, on en a reparlé. C'est, on le sait, un indice et à la fois un facteur de vulnérabilité. Travailler par le biais d'agences, souvent, expose à des conditions de travail plus pénibles, moins protégées, des salaires plus bas, et donc des conditions de travail en général plus précaires, plus difficiles. Et particulièrement dans le contexte de la pandémie, ça a été exposé que le fait d'être embauché par les agences de placement a exposé à beaucoup de lacunes, notamment au niveau des protections, des formations. On en a beaucoup entendu dans les CHSLD, et par exemple les déplacements aussi entre les zones froides, zones chaudes, etc. Donc c'est 1/3 des répondants qui a été embauché par une agence de placement pour leur service, dans le secteur de services essentiels dans lequel ils travaillaient au moment du sondage.
Aussi, autre point important, c'est la quasi-totalité des répondants, 96%, qui a exprimé avoir connu des difficultés ou des préoccupations en lien avec leur travail pendant cette période. C'était une question ouverte qu'on a regroupée dans ces catégories qu'on expose là en ordre d'occurrence. La première, c'était la distance à parcourir entre le domicile et le lieu de travail. Et donc ça, c'était, il faut se replacer aussi dans ce contexte où, à ce moment-là, il y avait beaucoup de craintes, surtout aussi l'usage de prendre les transports en commun. Là, c'est aussi à mettre en lien avec le deuxième, c'est leurs heures, parce que souvent, c'était des shifts de nuit. Donc, c'était compliqué de devoir se déplacer. C'était un des enjeux qui a été très préoccupant pour eux. Et donc, le deuxième, c'est leurs heures et leurs conditions de travail. Donc, comme je disais, c'était beaucoup des heures de nuit ou des horaires irrégulières, aussi des heures supplémentaires obligatoires et pas forcément payées, des charges lourdes aussi, le fait de travailler dans les frigos, tout ça. Et puis, des bas salaires également et des situations de harcèlement par les employeurs. En troisième, vient les enjeux reliés directement à la Covid-19. Donc ça, c'est beaucoup exprimé le fait qu'ils n'avaient pas de protection, qu'ils avaient des craintes de tomber malade ou de transmettre la maladie. Et pour ceux aussi qui travaillent dans la CHSLD, certains ont exprimé aussi tout le côté émotionnel choquant de travailler dans un contexte de mort aussi à ce moment-là. Et par rapport au numéro 4, donc le permis de travail et les délais de renouvellement, pendant cette période, tous les services ont été aussi arrêtés. Donc, plusieurs ont eu peur aussi de perdre leur emploi parce que justement, ils ne pouvaient pas renouveler leur permis de travail. Donc, ça a occasionné aussi beaucoup de stress à ce niveau-là. Le point sur l'accès aux services de garde d'urgence, j'y reviendrai plus tard. Les relations de travail aussi, c'était parfois difficile avec leurs collègues ou avec leur employeur. Il y avait des situations de harcèlement qui ont été évoquées. Et la maîtrise de la langue française qui fait écho aussi avec la composition de notre sondage, puisqu'il y avait beaucoup d'anglophones dans notre échantillon. Le troisième grand point, c'est les risques d'être infectés par la Covid-19. Donc, c'est plus des 2/3 des répondants qui estiment avoir été ou être à haut risque d'infection dans le cadre de leur travail. Et parmi eux, le très grand facteur de risque qu'ils ont évoqué, c'est le fait de travailler en contact étroit avec des patients ou des collègues ou des clients. Et 12% de notre échantillon a déclaré avoir eu des symptômes pouvant être associés à la Covid-19. Et parmi ces 12%, ce sont plus souvent des femmes, ce qui fait écho avec les fonctions qu'elles occupaient, puisque beaucoup étaient aussi préposées aux bénéficiaires. Donc, elles étaient plus souvent en contact étroit avec la maladie. Donc, le deuxième point, c'est l'accès aux services. Donc, d'abord, l'accès au dépistage. Un peu plus de la moitié des répondants qui ont ressenti des symptômes ont été testés. Donc, c'est une assez faible portion. Il faut se rappeler aussi qu'au tout début de la pandémie, ce n'était pas si évident que ça d'avoir accès à un test. Il fallait vraiment prouver qu'on avait besoin. Mais aussi, ce qui est ressorti, les explications qui ont été données dans le sondage évoquaient beaucoup le manque de soutien aussi qui rendait difficile d'avoir accès à un test pour se déplacer quand on était malade, parce qu'on n'a pas accès à une voiture, parce qu'on ne peut pas prendre les transports en commun alors qu'on pense qu'on est malade, et puis aussi pour garder ses enfants à ce moment-là, pour pouvoir aller se faire tester. Donc ça révèle vraiment ce manque, cet isolement en fait de beaucoup. Par rapport à l'accès aux soins de santé, c'est près des 2/3 des répondants qui ont ressenti des symptômes et qui ont exprimé avoir eu des difficultés à obtenir des soins de santé. Et là, les explications qui sont le plus souvent ressorties, c'est le fait que je ne suis pas éligible aux soins de santé fournis par le gouvernement ou je ne savais pas à quelle clinique me rendre. Donc ça montre aussi l'ampleur du manque d'information des demandeurs d'asile par rapport à leurs droits et par rapport à la manière d'exercer ces droits aussi. En ce qui concerne l'accès aux services de garde d'urgence, donc c'est
pratiquement aucun des répondants qui ont des enfants avec eux au Québec personne n'a bénéficié pratiquement des services de garde d'urgence mis en place par le gouvernement pour les travailleurs dans les services essentiels. Parmi cette portion, certains n'ont même pas essayé d'avoir accès à ces services puisque soit ils ne savaient pas que ça existait, soit ils étaient persuadés qu'ils n'y auraient pas le droit. Donc, encore une fois, c'est le manque d'information qui ressort, mais ce problème d'information est aussi du côté des services de garde, puisque certains des répondants qui ont des enfants ont essayé d'inscrire leurs enfants dans ces services de garde d'urgence, mais n'y ont pas réussi, et le refus qu'ils ont obtenu était quasiment tout le temps en raison de leur statut de demandeur d'asile. Donc, alors qu'ils y avaient le droit, ils ont essuyé un refus en raison de leur statut ou parce qu'ils n'avaient pas les documents nécessaires à cause de ce statut pour pouvoir déposer une demande. Troisième grand point, c'est les conditions de vie des répondants qui sont tombés malades. Alors, leurs conséquences sur leurs conditions de vie, alors bien sûr, elle est comme tout le monde, ils ont eu des problèmes de santé physique le plus généralement, mais toutes ces conséquences ont aussi été exacerbées à cause de leur situation et leur isolement. Donc d'abord des conséquences financières. 28% des personnes qui ont été malades et qui ont dû donc s'isoler n'ont touché aucun revenu, ni de leur emploi, ni aucune aide d'urgence. Donc ils ont seulement dû compter sur leurs propres moyens. Et c'est aussi beaucoup de conséquences sur leur santé mentale, beaucoup de culpabilité et d'anxiété liées à la contamination de leurs enfants ou de leurs conjointes, parce que justement, ils sont isolés, ils sont dans des petits appartements. L'isolement s'est fait aussi ressentir juste pour prendre soin de soi. Quand tu es isolé, il n'y a personne pour aller faire les courses pour toi, pour te soutenir. De l'angoisse aussi liée à la maladie et la mort qui est ressortie des témoignages. Et cette angoisse, elle est aussi exacerbée puisqu'on sait qu'il va y avoir des répercussions sur l'entourage transnational, puisqu'on ne peut pas envoyer l'argent qu'on a l'habitude d'envoyer parce que justement, on n'a plus aucun revenu. Donc la citation que mis, c'est quand j'ai été malade, après 2 jours, ma femme l'a été aussi. Alors nous sommes isolés dans le sous-sol où nous vivons. Ma femme est enceinte et j'ai tellement peur. Donc, à la fin du sondage, en fait, il y avait une partie pour laisser de la place aux personnes d'exprimer ce qu'ils n'avaient pas pu mettre répondre aux questions ou pour ajouter une partie plus témoignage. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment un très fort sentiment d'appartenance, une volonté de contribuer à la société québécoise, mais aussi une volonté que cette contribution soit reconnue et aussi beaucoup de craintes liées à leur audience, à leur accès à des services, et de demander vraiment d'améliorer leurs conditions de vie. Puis surtout, c'était aussi beaucoup de craintes au fait que justement ils soient expulsés à la fin de cette pandémie, que ce soit seulement temporaire. Donc pour vous lire les citations, je fais mon travail avec conscience et rigueur, je travaille à temps plein malgré les dangers et les risques, j'aime le Québec, je veux y construire ma vie et mon avenir ici. Je suis québécoise dans l'âme. J'espère être autorisée à rester au Canada, où je me sens déjà chez moi. Les citations avec des astérix sont celles qui étaient en anglais qu'on a traduit. Aller travailler là-bas est toujours un risque, il y a toujours cette peur quand je suis au travail, mais je dois le faire pour faire ma part dans la lutte contre cette pandémie. Je supplie le gouvernement du Québec de permettre aux demandeurs d'asile d'avoir accès aux soins de santé comme tous les résidents canadiens. Et j'ai peur d'être expulsée après la pandémie. Et je vais laisser la parole à ma collègue pour exposer la partie recommandation. Merci beaucoup, Anna, pour la présentation des données. Merci à Erika pour l'invitation au webinaire. Donc, pour ma part, je vais poursuivre avec les recommandations qui ont été élaborées dans le cadre du rapport. Donc, en fait, on a élaboré des recommandations tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, donc à différents ministères. Et d'entrée de jeu, je tiens à souligner que même si les recommandations visent la population demandeuse d'asile, la TCRI soutient, en fait, demande plus largement la reconnaissance de toutes les personnes qui ont contribué à l'effort socio-sanitaire durant la pandémie, quel que soit le statut d'immigration.
Donc, la première recommandation, c'est celle concernant le programme de régularisation des anges gardiens qui a beaucoup fait les manchettes durant la dernière année. Donc, d'accorder le statut de résident permanent à tous les demandeurs, demandeuses d'asile qui ont contribué à la société québécoise par leur travail dans les services essentiels pendant la pandémie de COVID-19, quel que soit le secteur d'emploi. On a fait cette recommandation-là qui nous semblait extrêmement importante, justement pour que les personnes puissent obtenir un statut régularisé qui leur permet de rester au Canada et d'avoir accès en fait à l'ensemble des services aussi pour l'exercice de leurs droits et aussi en guise de reconnaissance de l'effort socio-sanitaire qu'ils ont fait durant la pandémie. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette recommandation-là, c'est que le programme de régularisation, en fait, qui est appelé Voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la santé, il est déjà en place, en fait, il est déjà en vigueur depuis le 14 décembre dernier. Donc, il y a déjà des personnes qui ont commencé à appliquer au programme. C'est un programme qui est extrêmement restrictif, en ce sens où on vise les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile qui ont prodigué des soins directs aux patients durant la pandémie. Donc, on exclut beaucoup de professions du domaine de la santé, comme par exemple les préposés à l'entretien, les agents de sécurité dans les CHSLD, mais on exclut aussi l'ensemble des autres secteurs des services essentiels, comme le secteur de l'alimentation, du commerce de détail, qui était aussi représenté, comme on a vu là, dans les données du sondage. Donc, pour le moment, j'ai juste à mentionner qu'il y a du plaidoyer qui se fait pour demander au gouvernement d'élargir les conditions d'admission au programme, notamment pour ouvrir à d'autres secteurs des services essentiels. Et aussi, il faut mentionner que ça s'applique seulement aux personnes qui ont travaillé durant la première vague. Donc, il faut avoir cumulé 120 heures, un minimum de 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020. Donc, de facto, présentement, on exclut toutes les personnes qui auraient commencé à travailler, par exemple, après le 14 août 2020 et qui peut-être travaillent comme préposés aux bénéficiaires pour le moment à temps plein dans un CHSLD. Ces personnes-là sont exclues du programme de régularisation. Pour les autres recommandations, oui, Anna, tu peux changer la diapo, merci. Donc, on a fait d'autres recommandations au gouvernement fédéral également, donc de prendre les moyens nécessaires afin de tenir des délais raisonnables de traitement d'une demande d'asile, de manière à ne pas maintenir les personnes revendiquant l'asile dans des conditions de vie précaires. Actuellement, il faut savoir que les délais d'audience à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est le tribunal fédéral indépendant chargé de statuer sur les demandes d'asile, sont autour d'1 an et demi, 2 ans. Donc, ça plonge les personnes dans une attente qui parfois est interminable, qui provoque beaucoup d'anxiété, qui fait en sorte qu'on est très restreint de par le statut d'immigration du demandeur d'asile dans l'exercice de nos droits puis dans l'accès aux services. Donc, en fait, puis c'est important aussi de spécifier que selon la loi, normalement, une demande d'asile doit être entendue dans les 60 jours. Donc, on dépasse largement là, les délais prescrits pour les audiences. On a fait une recommandation concernant de faciliter l'accès à un statut de résident permanent par le processus de demande humanitaire pour les demandeurs d'asile sur le territoire. Pour ceux et celles qui sont peut-être pas nécessairement familiers avec le concept de demande humanitaire, c'est une procédure juridique pour demander la régularisation du statut. Puis il y a beaucoup de demandeurs d'asile déboutés qui vont avoir recours à cette procédure-là. Mais il y a quand même des obstacles assez importants législatifs, mais aussi notamment de l'ordre des obstacles financiers de coûts pour avoir accès à cette procédure-là. Donc, ça nous paraissait aussi important de faire une recommandation qui allait s'appliquer pas juste aux personnes dans les services essentiels, mais à d'autres personnes qui ont aussi été impactées pendant la pandémie puis qui n'ont pas nécessairement pu travailler. Par exemple, on pense aux femmes qui n'ont pas nécessairement eu accès aux services de garde, qui n'ont pas accès aux services de garde, donc qui sont dans l'impossibilité d'occuper un emploi pour cette raison-là, mais qui ne sont pas moins impactées par la crise de la COVID-19. On a fait également une recommandation concernant la réduction des délais pour l'obtention, le renouvellement du
permis de travail et de dispenser les frais associés lorsqu'applicable. Donc, Anna l'a mentionné dans les données, du sondage, c'est vraiment ressorti les craintes concernant le renouvellement du permis de travail, les difficultés liées au renouvellement, les frais associés aussi. Pour vous donner une idée, pour renouveler un permis de travail pour un demandeur d'asile débouté, ça coûte 155 alors que si on pense à des demandeurs d'asile qui travaillent pour 14-15 via une agence de placement, c'est quand même des frais qui sont assez importants simplement pour renouveler un permis de travail. Maintenant, on a fait également des recommandations au gouvernement du Québec, c'est-à-dire donc d'élargir le panier des services financés existants pour les nouveaux arrivants en permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier de certains services et prestations. En fait, bon, un peu de contexte, les seuls services auxquels les demandeurs d'asile sont éligibles, ce sont en fait l'aide sociale, en termes de prestations, l'aide sociale, l'aide juridique, puis l'aide à la recherche de logement, qui est un service financé donc par le MIFI, mais donc dispensé par les organismes communautaires. Mais donc, les demandeurs et demandeuses d'asile sont exclus des autres services comme les services de garde subventionnés, les services d'accueil et d'établissement dispensés par les organismes communautaires, donc incluant des services d'information, d'accompagnement et de défense de droits. Après, c'est certain qu'il y a beaucoup d'organismes qui peuvent offrir ces services-là avec un autre budget, mais ce ne sont pas des services qui sont financés. Services en employabilité de Service Québec, donc les demandeurs d'asile en sont exclus. Cours de francisation à temps complet dispensés par le MIFI, donc les demandeurs d'asile en sont exclus. Ils ont seulement accès aux cours de francisation à temps partiel du MIFI. Les demandeurs et demandeuses d'asile sont également exclus des allocations familiales, du versement anticipé du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde, des allocations relatives à la francisation. Donc, on parle d'allocations de participation au cours de français et allocations pour frais de garde. Donc, pour nous, dans une perspective de permettre un meilleur exercice des droits, mais aussi de réduire la précarité socio-économique des personnes et les inégalités qui ont beaucoup contribué, on le sait, à la pandémie. C'est important que les personnes puissent bénéficier de ces services-là. Je mentionnerais aussi qu'en lien avec les services de garde subventionnés, en fait, c'est depuis avril 2018 que les demandeurs d'asile ne sont plus éligibles aux services de garde. En fait, le ministère de la Famille, en avril 2018, a clarifié une directive qui fait en sorte maintenant qu'on donne une nouvelle interprétation à un article du règlement là, sur la contribution réduite. Donc maintenant, on exclut les demandeurs d'asile de cet article-là. Donc, on ne peut plus bénéficier des services de garde subventionnés. Et il y a aussi, c'est important de savoir, un recours juridique qui a été initié là, il y a plus d'1 an qui vise à contester l'exclusion de ces services-là, auquel en fait s'est joint aussi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Anna, tu peux changer la diapositive, merci. Donc, une autre recommandation qu'on a adressée aussi au gouvernement du Québec, puis plus particulièrement au ministère du Travail, l'emploi, la sécurité sociale, c'est concernant tout ce qui est l'application des normes du travail, puis la santé et sécurité, parce que c'est beaucoup ressorti dans le sondage, les conditions de protection, donc de conditions de travail. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas eu accès au matériel de protection, qui ont vraiment eu des conditions de travail extrêmement précaires et parfois qui posaient un risque pour leur santé et leur sécurité. Donc, on a fait les recommandations suivantes, c'est-à-dire d'assurer la mise en application stricte de la loi sur les normes du travail, ainsi que les règlements adjoints, donc notamment celui portant sur les agences de placement, qui aussi ont beaucoup contribué à la mobilité du personnel. Exiger que l'agence de placement de personnel et l'entreprise cliente soit solidairement responsable en matière de santé et sécurité au travail. Renforcer la supervision des mesures de santé et sécurité effectuées conjointement par la Commission des normes d'équité, santé et sécurité au travail, la Direction de la santé publique, la DSP, dans le milieu de travail, tant dans les milieux de travail que lors des déplacements des travailleurs entre leur milieu de travail et le domicile, et aussi assurer l'exercice du droit de refuser d'exécuter un travail quand ça peut exposer les travailleurs-travailleuses au danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique, qui est un droit prévu à l'article 12 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Donc, pour nous, c'est vraiment important aussi de pouvoir assurer une meilleure protection pour les personnes, notamment aussi vis-à-vis des agences de placement, parce qu'on sait que ça a beaucoup contribué à la mobilité du personnel puis à le nombre d'infections également.
Donc, oui, on a fait aussi une recommandation concernant l'accès aux soins de santé. C'est un peu technique. Donc, en fait, la TCRI recommande, dans un premier temps, de mettre en place immédiatement des mesures pour surmonter les barrières administratives qui ont déjà été documentées quant à l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile dans la province. En fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les demandeuses d'asile ont une couverture médicale qui s'appelle le PFSI, qui est le Programme fédéral de santé intérimaire, qui est une couverture médicale donc payée par le gouvernement fédéral avec la compagnie Médavie Croix-Bleue, qui est une couverture, en fait, qui est théoriquement une couverture exhaustive, une bonne couverture, dans la mesure où on couvre ce qui est couvert par la RAMQ et même plus, comme par exemple, on peut penser à des soins dentaires ou à un certain nombre, par exemple, de consultations avec un psychologue. Donc, on couvre un peu plus que la RAMQ. Mais dans la pratique, les personnes qui sont bénéficiaires de cette couverture-là rencontrent beaucoup d'obstacles pour accéder aux soins de santé auxquels elles ont droit, parce qu'il n'y a pas d'obligation, en fait, pour les cliniques ni pour les professionnels du réseau hospitalier de s'inscrire au titre du PFSI comme fournisseur de services auprès de Médavie Croix-Bleue, la compagnie d'assurance qui gère la couverture médicale. En fait, ce que les professionnels de la santé ou les cliniques vont dire, c'est que ce sont des démarches administratives qui sont comme trop fastidieuses, qui sont comme trop complexes ou trop exigeantes. Donc, les fournisseurs de services donc, ne souscrivent pas ne s'inscrivent pas comme fournisseurs de services donc, au titre du PFSI. Donc, c'est un peu technique. Donc, l'idée, ce serait dans un premier temps de surmonter ces barrières administratives-là, donc de permettre au M3S de comptabiliser les patients PFSI dans son évaluation de l'atteinte des cibles, d'exiger de tous les GMF, réseaux ou supercliniques du Québec d'accepter les patients PFSI au même titre que les patients RAMQ, d'exiger aussi que tous les professionnels de la santé qui exercent en milieu hospitalier soient obligés de s'inscrire comme fournisseurs de services auprès de Médavie Croix-Bleue. Donc, en d'autres termes, pour pouvoir exercer la profession dans un hôpital, les médecins, anesthésistes, radiologistes et autres professionnels de la santé seraient tenus d'offrir des services aux patients PFSI au même titre que les patients RAMQ. Et plus globalement aussi d'identifier l'ensemble des enjeux et mettre en application un plan d'action pour limiter les difficultés associées à l'utilisation d'une couverture PFSI. Donc ça, c'est dans un premier temps. À moyen terme, en fait, on encourage le gouvernement du Québec à émettre une carte RAMQ temporaire à toute personne bénéficiant d'une couverture PFSI valide pour contrer les difficultés associées à la présence de deux systèmes de facturation, en l'occurrence le PFSI puis la RAMQ. Donc, l'idée, ce serait d'émettre une carte RAMQ temporaire lorsqu'une personne obtient son document du demandeur d'asile et de mandater la RAMQ à soumettre les réclamations de remboursement en vertu du PFSI à Médavie Croix-Bleue au lieu et à la place des professionnels de la santé et des établissements. Donc, au lieu que ce soit les professionnels de la santé qui fassent la facturation à Médavie Croix-Bleue, donc ce serait la RAMQ. Donc, je vais terminer avec ça donc, pour les recommandations. Donc, bon, les autres recommandations qu'on a faites, c'est notamment au niveau de la diffusion de l'information, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un clair problème de transmission de l'information. Donc, il y avait des directives ministérielles qui étaient adoptées, mais qui ne se rendaient pas nécessairement dans les milieux de pratique, puis qui ne se rendaient pas nécessairement aux personnes visées. On l'a vu avec l'exemple, par exemple, des services de garde d'urgence. Donc, il y a eu une directive qui a été adoptée. On a permis exceptionnellement, pendant une période, aux demandeurs d'asile d'accéder aux services de garde d'urgence. Puis finalement, presque personne a utilisé ces services parce que l'information n'a pas été transmise. Donc, ce serait de doter les ministères de moyens optimisés afin de s'assurer que les directives ministérielles et de santé publique soient diffusées dans les milieux de pratique et auprès de la population générale, en portant une attention spécifique aux personnes marginalisées et plus difficilement rejoignables, notamment par la traduction. On a également fait une recommandation au niveau de l'accès à la formation, c'est-à-dire plus spécifiquement la formation soutien aux soins d'assistance en établissement de santé, la fameuse formation soutenue par le gouvernement du Québec
qui était comme une formation express pour exercer en tant que préposé aux bénéficiaires, formation de 3 mois, de 12 semaines. On avait trouvé ça choquant, en fait, que les demandeurs d'asile en soient exclus. Même les personnes réfugiées en étaient exclues. En fait, elles s'appliquaient seulement, on pouvait seulement s'inscrire si on était résident permanent ou citoyen canadien. Et aussi une recommandation pardon, concernant l'accès à la représentation juridique de qualité. Parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les demandeuses d'asile ont accès à l'aide juridique donc pour le processus de demande d'asile, donc à un avocat. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, donc disons qu'on reçoit une décision négative, ça devient toujours plus difficile de retenir les services d'un conseil ou d'un avocat parce que bon, notamment les tarifs d'aide juridique ne sont pas très élevés pour les avocats. Donc, si on pense par exemple au processus de demande humanitaire, on parle de 400 $ pour l'ensemble du travail. Donc, il y a peu d'avocats qui acceptent de prendre cette procédure-là, même si elle est comme théoriquement couverte. Donc, pour nous, c'est important que les personnes puissent obtenir une représentation juridique de qualité adéquate tout au long du processus de la demande de protection, notamment à travers un réinvestissement au niveau du régime d'aide juridique, puis des tarifs d'aide juridique. Donc, en fait, ça fait le tour des recommandations qu'on a adressées. On vous invite vraiment à prendre connaissance de l'ensemble des recommandations qui se trouvent dans le rapport. Je pense qu'on vous a mis le lien vers le rapport dans le chat. Donc, là, vous allez vraiment trouver toutes les recommandations là, aux différents ministères vraiment détaillées. Donc, ben voilà, je vous remercie beaucoup. Puis si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Merci Anna et Geneviève pour ce résumé d'un sondage très pertinent et de recommandations tout aussi importantes. Donc maintenant, j'ouvre la porte à Madame Janet Cleveland qui a accepté de réagir un peu aux résultats qui ont été présentés dans le rapport et de nous faire part finalement de son analyse de tout ça basée sur son expertise. Donc, Janet, le micro est à vous. Merci. En fait, en discutant avant avec Geneviève et Anna, on a convenu que je ne commenterai pas directement le rapport, mais plutôt de parler un peu du travail d'une équipe de recherche que je coordonne pour l'Institut universitaire Sherpa. Ça fait 2 ans qu'on mène une recherche approfondie sur l'installation au Québec des demandeurs d'asile. Et il y a beaucoup de nos résultats qui recoupent ce qui a été constaté dans la recherche de la TCRI, donc on trouvait que c'était intéressant d'en parler. On a donc l'enquête, il y a plusieurs volets. On a entre autres fait une enquête structurée auprès d'un échantillon de 324 demandeurs d'asile au Québec qu'on a rencontrés en personne et à qui on a posé une série de questions sur leur expérience, leur vécu depuis leur arrivée au Québec. Et on a fait aussi une trentaine d'entrevues en profondeur pour compléter ces constats-là, en plus d'avoir des groupes de discussion avec des intervenants et enfin diverses autres démarches pour recueillir des données. C'est beaucoup, beaucoup de données. On n'a pas encore publié notre rapport, mais je voulais en fait simplement peut-être illustrer avec 3 exemples tirés d'entrevues que j'ai fait moi-même, 3 aspects qui rejoignent ce qui a été décrit par mes collègues de la TCRI. Donc, dans un premier temps, la question du manque d'accès aux garderies, effectivement, c'est ressorti très, très fortement dans notre recherche comme étant un obstacle majeur à l'accès à la francisation d'une part, au marché du travail et enfin de façon générale aussi un facteur d'isolement, particulièrement pour les femmes monoparentales qui sont quand même assez nombreuses parmi les demandeurs d'asile qui sont arrivés depuis les 3-4 dernières années. Donc, un exemple, une femme nigériane que j'ai rencontrée avec quelqu'un avec une formation universitaire professionnelle dans son pays, avec 3 enfants, dont une petite fille de 2 ans. Donc, et qui m'expliquait qu'elle était même pas capable finalement de compléter les cours de francisation
puisque, comme mes collègues ont expliqué tantôt, en tant que demandeur d'asile, elle n'avait pas droit aux allocations ni au remboursement des frais de garde pour lui permettre d'assister au cours de francisation. Donc, elle se trouvait bloquée. Là, on ne parle même pas d'accès au marché du travail. C'est comme la première étape déjà a été bloquée à ce niveau-là. Et une femme extrêmement compétente, dynamique, avec toutes sortes de capacités disons, de contribuer au Québec et bon, aussi pour pouvoir avoir un revenu plus décent. Enfin, elle était sur l'aide sociale avec ses 3 enfants, donc très, très limitée, malheureusement, à ce niveau-là. Donc, juste une simple illustration, je pourrais en citer plein d'autres à ce niveau-là. Deuxième point, disons, que je voulais mentionner rapidement, la question des agences de placement. Effectivement, il y a beaucoup de demandeurs d'asile et enfin d'autres migrants à statut précaire qui se retrouvent un peu obligés de travailler pour des agences de placement, donc qui vont les placer dans différents milieux, surtout souvent dans les milieux où il y a des conditions de travail très difficiles, souvent à très bas salaire, et qui en plus prennent une commission souvent assez substantielle. Donc, les gens se retrouvent avec un salaire encore moindre. Un exemple, donc une femme haïtienne que j'avais rencontrée, une femme de 45-50 ans, qui, travailleuse sociale dans son pays, se retrouvait à travailler pour une agence de placement, ou par l'entremise, disons, d'une agence de placement dans une usine de transformation et d'empaquetage de poulets congelés. Donc, elle m'expliquait qu'elle devait se lever à 3 heures du matin pour faire 2 heures de route pour se rendre à son travail. Donc, d'abord se rendre en transport en commun au lieu où l'autobus de l'agence de placement venait les recueillir et ensuite encore un long trajet dans l'autobus de l'agence de placement pour finalement commencer son travail à 6 heures le matin, debout, dans des conditions donc, de grand froid, parce que c'est avec de la viande congelée, etc. Et donc, et pour essentiellement le salaire minimum, parce que, bon, c'est un travail qui était déjà pas très bien payé, mais l'agence de placement prenait une commission substantielle sur son salaire. Donc, vraiment des conditions de travail très, très pénibles qu'elle devait subir. Et enfin, troisième exemple, là, pour parler des questions des longs délais pour l'audience devant la Commission d'immigration du statut de réfugié et pour éventuellement, si tout va bien, pour avoir le statut de réfugié, ça cause énormément de stress, énormément d'anxiété. C'est aussi la séparation de membres de la famille qui ont été laissés au pays d'origine. Et d'autres difficultés parce que en fait, les demandeurs d'asile ont des droits limités. Donc, ils restent pendant une longue période avec des droits limités. Donc, l'exemple que j'ai choisi de mentionner, c'est une femme burundaise qui était venue avec ses enfants, ses 3 enfants adolescents au Québec. Son mari était resté au pays pour différentes raisons. Et donc, elle travaillait à temps plein le soir et elle était extrêmement inquiète du fait qu'elle pouvait difficilement, elle voyait à peine en fait ses enfants à cause des horaires qui se recoupaient pas bien et n'était pas en mesure de leur donner la supervision qu'elle aurait souhaité pour leurs études. D'autant plus qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est peut-être davantage son mari normalement qui assumait ce rôle-là. Donc, très inquiète pour le succès de ses enfants au niveau scolaire et bien sûr très anxieuse d'être séparée si longtemps de son mari. Ça faisait déjà, je pense, près d'1 an et demi qu'elle était au Québec et malheureusement, elle aurait encore sans doute dû assez longtemps attendre avant même de passer la première étape
si elle se va bien d'être acceptée, et ensuite de pouvoir faire venir son mari, bon, c'est encore de longs délais. Et aussi, sa fille aînée était en secondaire 5 et elle savait que quand sa fille compléterait son secondaire 5, elle ne pourrait pas accéder au cégep tant et aussi longtemps que la famille que leur demande d'asile ne serait pas acceptée parce que l'accès gratuit à l'école, c'est uniquement pour le primaire secondaire et non pas cégep et université. Donc, autre exemple des conséquences très pénibles lorsque des longs délais pour avoir le statut. Donc, je vais m'arrêter là, ça c'est illustré. Merci. Merci beaucoup, Janet, pour ces exemples. Et je pense que ça met aussi de l'avant vraiment le fait que, oui, il faut penser à l'expérience de ces populations-là dans le cadre de la COVID, mais que finalement, la crise sanitaire ne fait qu'exacerber des pressions déjà extrêmement importantes, surtout, par exemple, comme on en parle sur les délais de traitement des dossiers qui étaient présentes bien avant. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Il y a déjà dans la salle des questions, mais j'invite les gens à poser des questions à nos panélistes. Vous pouvez le faire soit par l'onglet conversation ou l'onglet questions-réponses et je serai responsable de poser ces questions-là aux panélistes. Donc, je vais vous laisser le temps de penser à des questions et comme je dis souvent à mes étudiants, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions pas posées. Donc, n'hésitez pas. Et je vais commencer tout de suite pour réchauffer un peu la salle et tout ça en posant une question simple, mais quand même importante à Anna et Geneviève qui vient d'une des participantes dans la salle. On voulait savoir si vous aviez des informations sur les villes de résidence des répondants à votre sondage. Est-ce que c'est particulièrement des gens dans la région de Montréal ou est-ce que c'est des gens aussi à l'extérieur? Puis, bien qu'on sait que vous n'avez pas un échantillon représentatif, avez-vous pu voir s'il y avait des différences significatives par rapport aux régions ou aux villes de résidence des répondants? Alors, le sondage a vraiment circulé dans la région de Montréal, mais on n'a pas les villes précisément là, mais c'est uniquement dans la région de Montréal qu'ils résident tous. Là, c'était par le biais des organismes de cette région. Donc, on n'a pas vraiment de données précises sur ça, mais justement, avec le temps de trajet que les personnes avaient, là, c'est sûr qu'ils ne sont pas dans le centre-ville de Montréal, mais qu'ils ils avaient beaucoup de trajets. Ouais, c'est ça. Si je peux juste ajouter, on vient d'avoir récemment des données de l'IRCC, donc de l'Immigration Canada, sur les demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2017-2018. Et je peux vous dire qu'un peu plus de 95% de ces demandeurs d'asile habitent dans la région de Montréal. Donc, nécessairement, c'est vraiment là qu'ils sont concentrés. Alors, c'est normal aussi que les répondants au sondage soient de la région de Montréal. Ça, j'ajouterais en fait qu'on parle de plus en plus de régionalisation des demandeurs d'asile, mais que la grande majorité se retrouve à Montréal, puis que, en fait, au niveau de l'accès aux services, ben, les difficultés d'accès, par exemple, si on pense aux PFSI qui sont déjà présentes pour les personnes à Montréal, ben, sont exacerbées encore davantage pour les personnes en région. Absolument, puis je pense que c'est important de le souligner. Puis c'est particulièrement important aussi si on réfléchit aussi à l'aspect informationnel ou du déficit d'information dont vous parliez, c'est-à-dire que s'il y a une concentration non seulement de population, mais probablement aussi de services à Montréal et qu'on voit dans la région montréalaise ces déficits d'information-là, on peut imaginer à quel point ils peuvent être beaucoup plus importants aussi au-delà des services de santé là, à l'extérieur. Par rapport au plaidoyer, on a reçu des questions. Je commencerai par la mienne, en fait. Je pense que vos propositions pour ce qui est de l'accès aux services de santé, puis pour ce qui est des changements administratifs, sont vraiment importantes et sont, je pense, auraient vraiment un impact considérable. Mais je me demandais si vous aviez eu des échos d'organismes ou même d'acteurs du milieu de la santé par rapport à vos recommandations, surtout pour ce qui est de demander aux médecins de s'inscrire
pour servir certaines populations. Donc, est-ce que vous avez eu des réactions par rapport à cette recommandation-là? En fait, bon, je pense qu'il y a pas mal d'obstacles dans le réseau de la santé par rapport à à tout ça, puis c'est un débat depuis de longues années, en fait. Je pense que Janet serait plus en mesure de voir c'est quoi le progrès qui a été fait au cours des années par rapport à l'accès au PFSI. Après, bon, nous, ce qu'on fait aussi, c'est il y a des organismes qui recensent un peu les professionnels qui sont inscrits comme au titre du PFSI auprès de Médavis Croix-Bleue. Donc, on peut faire circuler ça pour les demandeurs d'asile. Donc, quand on sait que tel endroit, en fait, telle clinique accepte les patients PFSI. Mais au niveau des recommandations, entre autres, je sais qu'il y a déjà eu dans le passé les demandeurs d'asile il y a déjà eu des situations où on permettait la carte, on avait émis des cartes RAMQ temporaires. Janet, tu me corrigeras pour les demandeurs d'asile, notamment quand il y a eu les grosses coupures de PFSI en 2012. Je ne sais pas si Janet avait plus d'informations à ce niveau-là. En fait, ouais, ce serait compliqué de rentrer dans les détails, mais peut-être que ça remonte vraiment au début des années 90 qu'il y avait une sorte de carte RAMQ temporaire. Depuis ce temps-là, depuis fort longtemps, c'est vraiment un système séparé avec des documents séparés pour le PFSI. Et en fait, il y a eu plutôt un recul que d'autres choses dans les dernières années pour des raisons administratives, c'est-à-dire quand il y a eu la grande centralisation des services de santé à l'époque de Gaétan Barrette, 2014. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est très technique, mais ça fait en sorte que les, les, les seules personnes qui sont reconnues, comptabilisées dans le système de santé québécois sont les personnes avec la carte RAMQ. Donc, les cliniques ont des objectifs à atteindre qui leur sont fixés par le gouvernement. Mais s'ils voient des patients PFSI, ben, ça compte pour zéro dans leur comptabilité. Donc, évidemment, ils sont pas, ça ne les incite pas à accepter des patients PFSI ou enfin d'autres personnes qui n'ont pas la carte RAMQ. Alors ça, c'est un recul très important et avec lequel on se bat encore et qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Enfin, ce n'est pas encore réglé comme question. Merci beaucoup. Deux questions liées par rapport au plaidoyer puis aux agences de placement. Donc, restez, suivez-moi, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. La première, c'est de savoir, bon, il y a quelqu'un dans la conversation qui met de l'avant l'idée que, bon, le fait que les demandeurs d'asile n'aient pas accès aux services d'employabilité de champ libre aux agences et entraîne des abus. Et c'est une forme de sous-traitance implicite. La personne demande, avez-vous évoqué des motifs discriminatoires pour exclure les demandeurs d'asile, travailleurs dans ces services dans votre plaidoyer? Donc ça, c'est la première question. Mais la deuxième aussi, une question plus descriptive, est-ce que dans le sondage, vous avez ou ramassé des témoignages par rapport à du travail fourni par des agences et qui seraient peut-être non déclarés par ces agences-là? Donc, peut-être des agences qui embauchent des gens au noir. Donc, je vais laisser Anna et Geneviève et peut-être Janet aussi continuer si jamais elle veut réagir. Mais par rapport à la question du plaidoyer et des motifs discriminatoires, c'est vraiment une excellente question. Puis il y aurait certainement peut-être bon, une voie juridique à prendre à ce niveau-là aussi. Ça me fait penser en fait que l'actuelle contestation juridique pour l'exclusion des demandeurs d'asile des services de garde, elle est entre autres basée sur ça. Un motif de discrimination au sens de l'article 10 de la Charte québécoise. Donc, à voir s'il y aurait peut-être le même raisonnement qui pourrait s'appliquer pour d'autres prestations. Je pense que c'est une question intéressante aussi. Je sais, entre autres, que pour la question des garderies, bon, il y avait eu des plaintes qui avaient été faites à la Commission des droits de la personne, mais la Commission les avait jugées irrecevables parce qu'elle considérait que le statut migratoire, c'était pas
un motif de discrimination, donc au sens de la charte. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait du plaidoyer à faire au niveau de la question de l'exclusion basée sur un motif de discrimination. Par rapport aux garderies, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le plaidoyer qui a été fait auprès du ministère de la Famille, la réponse qui a été reçue, c'est que, bon, on revient au décret de 1995 qui fixe, en fait, les services pour lesquels, qui sont éligibles pour les demandeurs d'asile. Et on dit essentiellement que la question des demandeurs d'asile, c'est une question fédérale, donc on renvoie toujours au gouvernement fédéral, malheureusement. Donc, il y a comme un désengagement au niveau provincial pour l'accès aux services pour cette population-là, comme on le voit. Je ne sais pas si mes collègues avaient quelque chose à rajouter par rapport à ça. Peut-être juste pour dire que, justement, c'est quelque chose qui est assez, comme un problème fondamental, effectivement, comme les demandeurs d'asile sont, comme Geneviève vient de le dire, bon, c'est le fédéral qui s'en occupe. Un peu comme autrefois, on parlait des Autochtones et c'était, bon, c'était le fédéral, ça ne concernait pas le Québec. Mais, et dans les deux cas, disons, bien aux demandeurs d'asile, c'est des gens qui habitent ici, qui sont des résidents du Québec. À peu près 50-60% d'entre eux vont être acceptés, ils vont continuer dans la plupart des cas à rester au Québec. Ce désengagement-là est vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Et c'est des gens qui sont déjà dans le marché du travail, c'est des gens qui sont, leurs enfants sont dans les écoles, sont bien intégrés en général dans la communauté. Donc, c'est vraiment un problème de fond au niveau des attitudes qui a changé. Merci. Puis on le voit aussi dans les recherches sur les relations intergouvernementales en immigration, ce jeu de ping-pong-là se joue vraiment. Puis la question de qui va payer est de plus en plus saillante aussi dans les négociations entre les gouvernements. Juste peut-être pour faire une petite relance pour ce qui est du travail au noir, du travail non déclaré ou peut-être d'abus d'agences de placement. Est-ce que dans le sondage, on avait des témoignages plus précis que vous pourriez rapporter? Je ne sais pas, Anna? Ben, pas vraiment. C'était beaucoup le problème du manque de protection ou de manque de formation qui ressortait. Là, je pense que peut-être que aussi les personnes ne se sentaient pas à l'aise de parler de travail non déclaré ou non là, dans un sondage. Mais en tout cas, ce n'est pas ressorti dans le sondage. C'était plus des conditions de travail difficiles là, qui étaient mises en avant. Là. Merci. Plusieurs personnes posent des questions qui visent peut-être un peu plus Janet, mais je pense où Geneviève et Anna pourraient aussi répondre, c'est par rapport à la lourdeur des procédures et de l'ensemble du traitement administratif depuis le début de la pandémie pour ce qui est des demandeurs d'asile. Donc, est-ce qu'on note une complexification du processus, une augmentation des délais, des problèmes avec des audiences virtuelles et tout ça? Est-ce que vous avez recueilli, que ce soit dans le sondage, mais aussi ailleurs, là, dans le travail de plaidoyer ou dans le travail de terrain, des informations par rapport à ça? Oui, ben, excellente question. Je peux peut-être répondre. En fait, la pandémie a fait en sorte aussi de ralentir vraiment les services gouvernementaux, donc les fonctionnaires fédéraux, par exemple, qui approuvent les permis de travail. Donc, effectivement, il y a comme une lourdeur administrative au niveau des renouvellements de permis, avec des longs délais. Donc, ça, on l'a vu, ça crée beaucoup de stress, d'anxiété. Il y a une autre problématique aussi qui est apparue au niveau des demandes d'asile avec la pandémie. Puis justement, ce matin, il y avait un article de Radio-Canada qui traitait de ce sujet-là. C'est au niveau, bon, c'est un peu technique, là, mais c'est au niveau de ce qu'on appelle les examens de recevabilité. Donc, quand une personne arrive au Canada, et qu'elle dépose sa demande d'asile, la première chose, en fait, c'est de vérifier est-ce que la personne a le droit ou non de déposer sa demande d'asile, parce qu'il peut y avoir des motifs d'irrecevabilité comme la criminalité ou autre chose. Et donc, ces entrevues-là ont été carrément suspendues pendant de nombreux mois. Ça commence à reprendre, mais c'est une condition requise pour émettre un permis de travail.
Donc, pour tous les demandeurs d'asile qui ont demandé l'asile après le 15 mars, ben, la grande majorité n'ont pas eu l'examen de recevabilité et donc se retrouvent sans permis de travail. Et donc, sans permis de travail, ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix de recourir à l'aide sociale ou de travailler au noir. Et donc, là, les examens de recevabilité reprennent peu à peu, mais pour ces personnes-là, on va attendre encore de nombreux mois. Donc, ça, c'est vraiment préoccupant de plonger les personnes dans cette précarité socio-économique-là, sachant aussi que les inégalités ont vraiment contribué à exacerber la pandémie, en fait. Sinon, au niveau des audiences, il y a eu comme un espèce de tournant technologique, c'est-à-dire que la Commission de l'immigration, tout d'un coup, a décidé de faire des audiences virtuelles. Donc maintenant, il y a des audiences virtuelles de demande d'asile par Microsoft Teams. Il peut avoir des avantages, mais beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire que peut-être que pour certaines personnes, ça peut être rassurant de faire l'audience quand on est chez soi, et donc de ne pas avoir à se déplacer en salle d'audience devant un commissaire qui peut être intimidant. Mais de l'autre côté, il y a aussi tellement de demandeurs d'asile qui n'ont pas accès à la technologie ou des difficultés d'accès à la technologie ou qui n'ont pas nécessairement les conditions en place à la maison pour avoir une audience virtuelle comme ça. Donc, effectivement, le système d'immigration est aussi un peu en train de changer avec la pandémie, surtout au niveau technologique, mais c'est surtout, je dirais, un ralentissement vraiment des délais. Puis au niveau des audiences, en fait, donc il y a eu certains mois entre le mois de mars ou le mois d'août où finalement il n'y a pas eu d'audience qui ont procédé. Donc il y a comme un backlog ou en fait un arriéré qui se cumule aussi. Donc on peut s'attendre à une augmentation des délais. Donc ça crée vraiment beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété pour les personnes. Je ne sais pas si je pourrais revenir un petit peu en arrière sur la Oui, question qui a été posée sur le travail au noir. Et c'est une question très délicate parce qu'en fait, la solution au problème, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus de gens qui sont sans statut. Si les gens pouvaient accéder au statut, un statut stable, en très grande partie, le problème disparaîtrait. Et c'est sûr que quand les gens sont dans un statut qui sont sans statut, parfois dans un statut précaire, ils sont vulnérables à l'exploitation par les agences, par toutes sortes de jeux et d'autres acteurs. Mais c'est comme, on ne veut pas directement parler du fait qu'il y a des gens qui travaillent au noir. C'est pas tant ça le problème, c'est le fait enfin, ils sont au noir parce qu'ils sont ils n'ont pas un statut régulier qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, c'est comme le prendre un peu différemment. vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est vraiment une façon de cadrer le problème qui est différente puis qui est importante à soulever vraiment. Dans la salle, on pose la question, est-ce que vous avez recueilli, je pense que cette personne-là parle aussi la base, sur la base de son expérience de terrain, est-ce que vous avez recueilli des témoignages ou entendu des histoires sur des agences de placement qui refuseraient d'émettre des attestations pour confirmer le nombre d'heures travaillées pour des personnes qui souhaiteraient candidater ou poser leur candidature pour le programme des anges gardiens et ou des histoires par rapport à d'abus de ce type-là ou de non-collaboration, disons, de ce type-là par des agences de placement? Et notre sondage était avant ce programme-là, donc on ne l'a pas documenté, cet enjeu-là. Mais effectivement, en fait, c'est quelque chose de problématique parce que dans le processus, en fait, de demande de régularisation, il y a une étape, en fait, pour l'émission du certificat de sélection du Québec auprès du ministère de l'Immigration où on doit fournir tous les talons de paye durant toutes les heures travaillées, la fiche de l'employeur. Donc, s'il y en a un employeur qui collabore pas, donc ça peut être problématique.
Je sais qu'il me semble que le Centre de travailleurs immigrants avait un peu anticipé ça et disait qu'il pouvait peut-être intervenir à ce moment-là pour aider la personne à obtenir la dite attestation, mais effectivement, c'est un problème qui se pose, puis les gens ne sont pas nécessairement tous égaux en termes d'employeurs. Il peut y avoir des employeurs avec qui ça va être plus difficile pour obtenir ce genre d'attestation-là, effectivement. Merci beaucoup. Quelqu'un soulève dans les questions qu'il est important de souligner aussi le fait que certains demandeurs d'asile ne parlent pas ni le français ni l'anglais. Puis dans ce cas-là, la communication est très difficile avec, par exemple, la sécurité du revenu. Et demande s'il y a eu des discussions pour avoir des procurations pour pouvoir permettre à des intervenants de faire ce travail-là. Donc, je ne sais pas s'il y a une d'entre vous qui sera en mesure de répondre à ça, voir si ça a été expérimenté, puis où on en est par rapport à ça. Ben, je sais qu'il y a un comité de travail intersectoriel, là, si je ne me trompe pas, entre autres avec la DRSP, mais aussi le Sherpa, il me semble, la TCRI, où ils ont entre autres élaboré des outils, des fiches multilingues pour vraiment vulgariser des prestations financières auxquelles les personnes pourraient avoir droit, mais aussi mettre le nom, en fait, la référence d'un intervenant, d'un organisme communautaire qui maîtrise telle langue pour dire, ben, si vous maîtrisez telle langue et que vous avez besoin de telle prestation, contactez cette personne-là dans tel organisme pour pouvoir faire la demande. Je sais que ça a été mis en place justement pour adresser un peu cette problématique-là. Une autre question pour le sondage. Est-ce que vous avez l'intention de faire un suivi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un moyen de retourner vers les personnes qui ont participé ou de faire une autre vague pour ça? Je comprends qu'il y a des problèmes éthiques et d'anonymat qui sont vraiment importants, mais je serais intéressée peut-être à entendre Anna et Geneviève là-dessus. Ben, c'est sûr que pour faire le suivi avec les personnes qu'on a interrogées, ça serait compliqué parce qu'on n'a pas leurs coordonnées là, pour les rejoindre. Mais peut-être que la TCRI va relancer un sondage. Je laisse la parole à Geneviève si refaire une vague. Ben, effectivement, en fait, je pense que quand on a lancé aussi le sondage, ben, premièrement, il faut mentionner qu'on n'avait pas, on pensait pas recevoir autant de réponses. Comme quand on a lancé le sondage, on pensait recevoir comme 40 réponses, puis finalement, il y a eu comme 400 réponses. Donc, on s'est dit, OK, il faut faire quelque chose avec ça. Mais je pense aussi que bon, c'était comme le début de la première vague, puis on savait pas nécessairement qu'on s'enlignait vers une deuxième, troisième, peut-être quatrième vague. Mais effectivement, je pense que ben, c'est à voir. Ce qu'on voulait faire, en fait, c'est bon poursuivre le plaidoyer auprès des différents ministères concernés, voir comment aussi impliquer les organismes membres dans la poursuite du plaidoyer, mais peut-être qu'effectivement, par exemple, pour le plaidoyer concernant le programme de régularisation, ce serait intéressant de vraiment bien documenter tous les cas d'exclusion, donc de revenir vers les personnes, de voir en fait ce sont quoi les cas d'exclusion pour vraiment faire une meilleure campagne de plaidoyer pour s'assurer qu'on puisse avoir peut-être un nouveau programme de régularisation qui serait beaucoup plus inclusif, effectivement. Merci beaucoup. Anna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non? Non, pas ça. Parfait. J'ai une dernière question pour terminer, qui est une question un peu plus large, mais une des choses il y a beaucoup de choses qui ressortent du sondage et des expériences et des informations aussi qui ont été partagées par Janet. Je me demande si vous avez, parce que pour moi, une des choses qui est intéressante et troublante, c'est vraiment la question de l'information et des déficits d'information. Je me demande si dans vos réflexions, que ce soit lié au sondage, que ce soit lié à la pratique ou à vos recherches plus larges, vous avez des idées de pratiques ou d'actions qui pourraient être mises en place pour essayer d'améliorer ce partage d'informations-là et cette communication-là au niveau pour ce qui est de ces populations-là, au niveau de l'accessibilité, au niveau de la compréhension des bornes du programme, et que ce soit tant pour les organismes que pour les demandeurs d'asile aussi. Peut-être en terminant, si vous avez des choses à partager là-dessus, vos réflexions.
Ben oui, excellente question. Je pense qu'effectivement, on l'a vu, là, la division de l'information, c'était quelque chose d'assez problématique. Je pense que c'est certain que les organismes ont aussi un rôle à jouer de premier plan parce qu'ils interviennent auprès des personnes, donc pour rejoindre les personnes. Donc, je sais que, par exemple, il y a des organismes qui sont financés par le ministère de l'Immigration pour aider les personnes à remplir leurs demandes au programme de régularisation. Donc, ils ont mis en place des sessions d'information pour vraiment vulgariser les critères, s'assurer que les personnes arrivent avec les bons documents. Donc, c'est sûr qu'il y a un rôle de premier plan des intervenants des organismes membres. Il y a aussi plusieurs comités de travail, comme je mentionnais, intersectoriels, donc avec différents ministères ou différentes instances, aussi communautaires, donc qui se réunissent. Donc, je mentionnais un comité de travail intersectoriel avec, entre autres, la direction de la santé publique, la TCRI, pour voir justement comment développer des outils, comment rejoindre les personnes. Je pense que la DRSP aussi a mis sur son site Internet récemment des fiches multilingues dans vraiment plus qu'une dizaine de langues, il me semble. Donc, vraiment pour rejoindre les personnes. Fait que c'est sûr que, au niveau de la traduction de documents, au niveau du développement d'outils, c'est important, de fiches, de rejoindre les personnes, de webinaires comme on le fait. En contexte de pandémie, je pense que c'est d'autant plus difficile aussi de rejoindre les personnes. Il y a des obstacles supplémentaires qui se posent. Mais c'est certain que c'est un travail qui doit se faire parce qu'on ne peut pas simplement adopter des directives puis penser qu'on rejoint nécessairement les personnes. Puis je pense que c'est ce qu'on s'est rendu compte au tout début, la première vague aussi, où le point de presse était à 13 heures pour tous en français, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne maîtrise pas le français puis c'est pas tout le monde qui écoute le point de presse à cette heure-là. Donc, il fallait vraiment mettre en place des moyens pour rejoindre les personnes parce que c'est vraiment essentiel. Si je peux ajouter, en fait, notre équipe avait fait une recherche justement sur ces questions-là, entre autres. Pendant la première vague, on a interviewé une cinquantaine d'informateurs clés du milieu communautaire sur l'impact de la COVID sur les populations migrantes et racisées de Montréal. Le rapport est disponible sur notre site web. Mais entre autres, sur la question de l'information, effectivement, les groupes communautaires, et ça, communautaires au sens large, incluant les groupes religieux, les groupes ethnoculturels, etc., ont fait un travail absolument formidable pendant la première vague, qui se sont mobilisés très, très rapidement, beaucoup plus rapidement que beaucoup d'agences gouvernementales, ont rapidement traduit, tant bien que mal, les directives de la santé publique dans de nombreuses langues, les ont diffusées, enfin, on fait plein de choses, mais souvent avec, déjà, les groupes sont extrêmement sous-financés et sans autre financement, ou s'ils en recevaient, enfin, c'était très minime. Donc, ce problème chronique de sous-financement du secteur communautaire qui ont fait un travail vraiment remarquable. Pour la question des langues, quand même, au niveau de la santé publique de Montréal, ils se sont adaptés récemment. On a été nombreux à être sur les comités d'ailleurs avec eux. Rapidement, pour une instance gouvernementale, ça a pris jusqu'au mois de mai environ pour mettre en ligne des documents en de nombreuses langues, une quinzaine de langues, ce qui est vraiment formidable. Et malgré tout, c'est quand même peut-être une des bonnes choses qui ressort de la pandémie, c'est que le gouvernement du Québec est plus sensible à l'importance de rendre l'information disponible dans de multiples langues. Ceci dit, c'est un premier pas, mais il y a encore beaucoup à faire, entre autres pour avoir accès à des interprètes pour communiquer avec les lignes d'information entre autres pour la santé actuellement dans un contexte de pandémie, mais plus généralement aussi, c'est quand même dramatique souvent dans le secteur de la santé. Il y aurait recours à des interprètes, ils ne les utilisent pas, ils vont demander à l'enfant de 9 ans de traduire pour ses parents, ce qui n'est pas adéquat du tout. Et en fait, c'est souvent, souvent, dans un certain nombre de cas, ça peut mener à des erreurs médicales parce que la personne a été mal comprise. Enfin, donc vraiment, il y a un travail à ce niveau-là qui serait très important à faire. Anna, tu voulais ajouter?
Ouais, mais c'était juste vraiment peut-être de remarquer aussi, de souligner vraiment à l'échelle des quartiers comment l'information a beaucoup circulé, là, comme par exemple à Montréal-Nord, au Côte-des-Neiges, où on a vu vraiment des organismes faire la tournée des quartiers pour diffuser dans plusieurs langues. Donc, je pense que ça se joue aussi beaucoup par proximité, là, donc c'est ça qui était intéressant de voir, ces initiatives qui se sont développées. Merci beaucoup, Anna, Geneviève et Janet. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions dans la section questions-réponses, mais je vous invite à aller visiter le site de la TCRI, excusez-moi, où est hébergé le rapport, et nous allons encore une fois copier le lien dans la section converser. Et bien sûr, nous ferons parvenir avec la captation vidéo de ce webinaire le lien aussi vers l'étude. Donc, vous serez en mesure de la consulter, et nous mettrons aussi un lien à l'équipe Sherpa qui, comme Janet nous l'a fait connaître, effectue beaucoup de recherches aussi sur cette question-là. Vous serez en mesure de voir leur rapport ainsi que toute la série d'activités super pertinentes sur ces questions-là qu'elles produisent. Donc, je tiens encore à remercier les Midis de l'immigration qui nous ont soutenus pour l'organisation de ce webinaire-là, nos conférencières, mais aussi toutes les personnes qui ont assisté à cet événement en ligne. Votre présence fait vraiment chaud au cœur, et on espère que vous serez avec nous pour essayer d'améliorer la situation. Je vous invite aussi à vous tenir au courant des activités de l'ERICA en consultant notre site web ou encore en consultant notre liste d'envoi. Vous y serez ajouté si vous ne l'étiez pas déjà de par votre inscription à cet événement. Donc, en vous souhaitant une très bonne après-midi, et que vous soyez en mesure de profiter du beau soleil s'il y en a par chez vous. Donc, on se revoit très bientôt. Merci.